Hello, super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts du digital. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de celles et ceux dont la vie compte plus que tout en business, les clients. Mon invité du jour a été recommandé par Jade dans l'épisode 6 sur l'inbound marketing. Si vous l'avez écouté, vous savez déjà qu'il s'agit de Leïla, experte en parcours client. Bonjour Leïla. Bonjour. Bonjour Charlotte. Tu peux te présenter et présenter ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Leïla. J'ai 35 ans et je suis d'origine martiniquaise. En fait, je suis mentor business spécialisée dans le parcours client. Avant d'arriver dans cette voie-là, j'étais aide-soignante pendant 12 ans. Et suite à la crise sanitaire, en fait, j'ai remis en question toute ma vie professionnelle parce que j'avais la nette impression vraiment de passer à côté de ma vie et surtout de ma fille. Et je voulais exercer un métier qui me permettait de gérer mon emploi du temps pour être plus présente auprès de ma famille. Et je me suis donc formée en tant qu'assistante virtuelle et après je me suis spécialisée dans le parcours client. Et après je me suis fait accompagner pour créer tout l'écosystème nécessaire à cette spécialisation. Ok. Ce qui est marrant, c'est que t'es restée dans le soin au final. Oui, on peut dire que c'est une déformation professionnelle, ouais. C'est original comme parcours vers le digital en tout cas, parce que le numérique, c'est souvent considéré comme quelque chose qui a tendance à éloigner les gens plutôt que de les rapprocher. En tout cas, j'ai l'impression qu'avant le Covid, les confinements à répétition, c'était plus ça. Pourquoi la relation client ? Alors en fait, pourquoi la relation client ? Très bonne question. Ayant un passif dans le relationnel, comme je l'ai dit avant, pour moi c'est un petit peu la suite logique en fait. Le lien que je réussissais à construire avec mes patients, donc en tant qu'aide-soignante, je voulais le garder dans ma nouvelle activité. Et du coup, la relation client, c'est tout simplement imposé à moi, tout naturellement. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant qu'experte en parcours client ? Oui, en fait, au quotidien, j'accompagne mes clientes dans l'optimisation de leur parcours client. Donc, en fait, tout commence par une consultation au cours de laquelle je donne des conseils vraiment personnalisés et ensuite on établit ensemble un plan d'action. En fait, pour moi, le passage à l'action, c'est hyper important. J'aime pas trop, les bavardages inutiles et on va dire que c'est encore une déformation professionnelle. Et du coup, je fais également donc des audits ou des analyses de parcours client. Et du coup, au niveau de l'audit, on passe en revue les réseaux sociaux, le site, en fait tous les outils. Et c'est assez intéressant. Donc en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais au quotidien, c'est que tu apportes un nouveau regard sur ce qui a déjà été fait en fait. Et du coup, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à proposer des services de coaching. Parce que du coup, là, t'as présenté la partie plutôt opérationnelle de tes missions au final. Oui, tout à fait. En fait, donc qu'est-ce qui m'a fait me diriger, qu'est-ce qui m'a fait proposer des services de coaching ? C'est en fait, je vais t'avouer un secret. En fait, la partie coaching, c'est ce que je préfère, on va dire, que la partie opérationnelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va dire que depuis mon plus jeune âge, en fait, j'ai toujours eu un petit peu ce caractère à vouloir motiver les gens. J'aime trop trouver, quand quelqu'un a un problème, j'aime trop essayer de trouver la solution à son problème. Et aussi, voilà, ce que j'aime aussi dans le coaching, c'est l'échange, en fait, qu'on a. On peut transmettre des énergies, franchement, pour moi, ça me fait vibrer. Tout simplement, c'est le coaching, pour moi, c'est mon souffle de vie, si on peut dire ça comme ça. Ok, ouais, je vois, et je pense que c'est effectivement la personnalité qu'il faut pour faire ce genre de métier. En tant que travailleuse du web, tu n'es rien sans tes outils, hein ? J'imagine que tu es d'accord avec ça. Ça, c'est sûr. Quel est ton top 5 des meilleurs outils du quotidien ? Ouais, mais en fait, je vais t'avouer, ce top 5 là, c'est une pépite, c'est des pépites que je vous transmets là. Donc prenez bien vos stylos, notez Soyez bien. attentifs et là, attentives. Là, c'est pépite. En fait, ouais, c'est vrai que je suis rien, franchement, sans mes outils. Et pour moi, c'est important en fait d'avoir un cadre et d'avoir des outils pour pouvoir exceller dans ce qu'on fait dans son travail, exceller dans son activité. Donc en fait, le premier outil que je peux vous partager, c'est le CRM. Un CRM comme HubSpot, par exemple.
donc qui permet de regrouper un petit peu tout les mails, les réseaux sociaux. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'être hyper réactive et de pouvoir échanger avec nos clients, avec nos cibles rapidement pour être vraiment rapide dans l'émission des réponses. Après ça, deuxième outil, number 2, c'est la bibliothèque de templates de réponses et de processus. Donc en fait, la bibliothèque de templates, c'est comme un dossier. Moi, en général, je stocke tout dans un drive. Donc c'est un dossier qui permet de rassembler en fait tous les modèles, par exemple, donc pour les templates de mail. Un dossier qui regroupe tous les modèles de mail. Et ensuite, après, il y aura juste à personnaliser en mettant le nom, le prénom du client et tous les renseignements en plus dont il aura besoin. Et en fait, moi, je considère d'avoir une bibliothèque de templates ou de processus, ça permet de gagner du temps. En fait, ça permet de tout centraliser, comme je disais, au même endroit. Donc, par exemple, le processus d'onboarding client, d'offboarding client, de fidélisation. Et en fait, toujours pour une question d'organisation et d'efficacité, on regroupe tout au même endroit dans les bibliothèques. Notion, c'est parfait aussi pour ça. Exactement. Franchement, c'est parfait pour ça aussi. Alors, on était à deux outils. Donc, le troisième outil, c'est que je partage avec vous, c'est le fichier de reporting des KPI. Donc, c'est les indicateurs de performance pour les bons Français que nous sommes. Et en fait, selon moi, on peut pas prendre de décision en fait basée sur le ressenti. Et c'est important de pouvoir se référer à des données. Et du coup, le fichier de reporting des indicateurs de performance permet de prendre des décisions plus efficaces. D'ailleurs, à propos du coup de ces fameux ICP KPI, je pense que ça peut être un peu difficile de les identifier. J'en parle parce que en début d'année, j'ai sorti un e-book sur les 25 tendances de l'année et c'est encore l'un des incontournables. Donc moi, ce que je comprends, c'est que la valorisation des indicateurs de performance, elle n'est pas encore bien installée dans les entreprises, puisque sinon, ce serait pas une tendance. Donc, pour celles et ceux, qui se lancent dans l'analyse marketing et souhaitent booster du coup leur relation client, est-ce que tu as quelques pistes sur les indicateurs à suivre, particulièrement dans le cadre de la relation client? Oui, tout à fait. Alors, pardon. Donc après, moi, je vais partager un petit peu les miens, donc qui sont très basiques, parce que à certaines personnes qui vont mettre beaucoup d'indicateurs et pour moi, trop d'indicateurs tuent les indicateurs. Franchement, il faut en garder le strict minimum qui nous permet d'être efficace, de prendre de bonnes décisions. Au niveau des indicateurs de performance, alors je commencerai par le chiffre d'affaires. Ensuite, le nombre d'abonnés. Parce que pour moi, le nombre d'abonnés, ça veut quand même dire que notre message, il est, on répond à un besoin, que ça intéresse notre cible, et que si on n'augmente pas d'abonnés dans le mois, c'est qu'il y a une stratégie à rectifier. Donc après, il peut y avoir aussi l'interaction au niveau des contenus, donc le nombre de j'aime, le nombre de vues, le nombre de clics sur les liens externes, etc. Et tout ça permet de rectifier, comme je disais, ça peut être soit la stratégie de communication, la stratégie de hashtag, etc., etc. Ouais, je pense que c'est déjà un bon début. Et il reste 2 outils, je crois. Oui, c'est ça. T'as bien compté. Alors, au niveau du 4e outil, donc c'est la FAQ. Donc ça, tout le monde connaît la FAQ. Ça permet de vraiment aux prospects de trouver réponse à ces questions. Et donc pour moi, ça c'est important de le mettre à disposition du prospect pour qu'il puisse prendre sa décision d'acheter ou pas. Et donc le dernier outil, c'est le tableau de veille concurrentielle. Donc le tableau de veille concurrentielle, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça permet de regarder, d'être au point sur ce que fait la concurrence. Donc pour toujours être à la page, savoir qu'est-ce qu'ils donnent en ce moment, quoi, tu vois. Ok. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que contrairement aux autres invités, t'as listé des outils stratégiques plutôt que des plateformes. Donc t'avais raison, c'est vraiment pépite, parce que c'est important. Ça permet de revaloriser les outils à construire soi-même, même s'il existe des plateformes pour les mettre en forme, comme par exemple tout à l'heure on a parlé de Notion, mais il y a aussi l'outil de gestion de tâches Trello. Tu peux faire des modélisations de KPI sur Google Data Studio. C'est quand même super important, au même titre
qu'un business model ou un persona. Donc, merci. Ben, de rien. Ça te va alors, du coup? Ouais, ça me va carrément. Et, enfin, je sais pas si c'est lié à ton expertise, mais je trouve ça intéressant que t'aies pris le contre-pied de cette question et que au final, tu te l'es approprié, quoi. Oui, ben. Donc, je trouve ça vraiment sympa. En fait, c'est ça, je me suis dit, en fait, que c'est souvent les mêmes outils qui reviennent, les plateformes, etc. Oui. Et je me dis que c'est important de voir les choses sous un autre angle. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'appuyer un petit peu là-dessus, ici. Oui, et surtout que dans le business, c'est deux parties qui sont en général séparées, tu vois. Genre, on te présente la première partie comme une base stratégique, tu fais tes personnages, tu fais ton business model, et ensuite, t'as les outils opérationnels du quotidien, donc comme Trello, Notion, etc. Alors qu'en fait, c'est plus une démarche qui s'effectue en simultané. C'est ça. Ok. Prochaine question, petit cas pratique. Imaginons que je viens de créer mon entreprise. Je m'intéresse forcément un minimum à mes futurs clients, parce que c'est un peu le but de la manœuvre. Mais je veux réellement créer une stratégie basée sur la rétention de petits clients qui commandent de grosses prestations. Forcément, dans ce business model, la relation que je souhaite entretenir avec eux est super importante. Par quoi tu me conseilles de commencer ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, selon moi, il est important de commencer par mettre en place ce qui permet aux prospects d'être autonomes. Donc, j'en ai un petit peu parlé au niveau de la FAQ, mais en fait, c'est ce qui permet donc aux prospects d'être autonomes, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle le self-care en fait. En fait, ça consiste à lui mettre donc toutes les informations auxquelles il aura besoin donc à disposition pour qu'il les trouve tout seul, parce que c'est pas tout le monde qui voudra peut-être envoyer un mail ou envoyer un DM, parce que certaines personnes ont peur de déranger. Donc ça permet ça peut être mis en place au niveau des réseaux sociaux, du site internet. Donc par exemple, pour permettre aux prospects de trouver les informations tout seul, on peut mettre une prise de rendez-vous, qui peut prendre son rendez-vous tout seul, ou la FAQ, j'en ai parlé juste avant, ou lui permettre de souscrire à un service, etc., etc. Voilà, sans forcément passer par une communication avec nous, enfin avec le business en question. Il fait son petit marché, il fait ses courses, il fait son truc tout seul, quoi. Oui, et en fait, tu t'es positionné du côté du potentiel client, ce que je trouve intéressant, mais c'est aussi une technique qui a des bénéfices en fait en tant qu'entrepreneur, puisque de pouvoir avoir de la visibilité sur le nombre de rendez-vous qu'on va avoir, sur les informations clés de son prospect, c'est aussi important pour déterminer si cette personne va devenir un client ou pas. Donc, je suis assez d'accord, et ce que j'apprécie, c'est que dans les solutions que tu as données, la fidélisation client est placée au centre de la démarche. Donc, on va passer à tes clients et tes clientes à toi. Elles sont plutôt en France, en Guadeloupe, sur d'autres îles, à l'étranger? Alors, en fait, actuellement, on va dire que la plupart de mes clientes, elles sont en France. Mais franchement, j'aimerais beaucoup collaborer avec des personnes, aux Antilles ou, sur le continent. Et, j'aimerais beaucoup, quoi. Donc, si jamais vous m'écoutez, donc n'hésitez pas, franchement, j'ai envie de collaborer avec des personnes du pays, quoi. Et en fait, j'accompagne des entrepreneuses qui ont un business en ligne, tels que les coachs, les mentors ou les consultantes. Et la plupart d'entre elles, elles ont déjà un business qui est lancé. Mais il faut savoir que je peux également accompagner des entrepreneuses qui ont soit une idée de business ou qui sont dans le début de la mise en place un petit peu, donc qui ont une idée. Ok, ça marche. Donc du coup, petit instant publicité. Donc, même si tu n'as pas encore de clients sur place, de par ta culture, tu es quand même familière des challenges qui peuvent exister sur ces territoires. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché antillais au niveau de la relation client? Alors, en fait, selon moi, alors là, ça part encore de mon point de vue. Et moi, je pense qu'il y a quand même encore quelques efforts à faire. En fait, franchement, je veux pas généraliser, mais par rapport à mon expérience en tant que cliente, il y a certaines choses à revoir. Par exemple, lorsqu'on te fait peut-être ressentir que tu déranges alors que tu viens consommer,
dépenser ton argent. Je trouve que c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Et c'est important d'avoir en fait le client au centre du business. C'est pas l'inverse en fait. Des fois, on dirait que le client il est en trop, alors qu'on fait tout ça, on fait tout ça pour lui normalement. Donc, pour finir avec cette question, je pense que c'est le problème qu'il y a au niveau de la communauté. Il y a des choses à revoir. Mais je perds pas espoir, on peut le faire. We can do it. Ben ouais, parce qu'en fait, je voulais te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est lié à la concurrence? C'est-à-dire que, étant donné que le marché est petit, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc, quel est le lien entre standard de qualité et niveau de concurrence? C'est-à-dire? Bah, en fait, je pense que quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, on fait des choix différents. Typiquement, le Lolo à côté de chez moi, la dame est super désagréable, c'est sale, et il faut regarder la date des produits avant d'acheter. Et franchement, s'il y avait une alternative, pas sûr que je continue d'y aller, tu vois. Parce qu'en fait, la dame, elle a aucun intérêt à modifier quoi que ce soit dans sa boutique, dans sa façon d'accueillir et tout, parce que elle sait qu'elle est la seule du secteur qui est ouverte le dimanche après-midi. Donc de toute façon, si t'es pas content, tu vas aller où? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, je comprends mieux. Et honnêtement, je pense que je partage ton point de vue. Mais alors, je pense que c'est sûrement dû à un héritage colonial. Parce qu'on a tellement eu l'habitude d'être sous le joug d'autres personnes qu'on s'attend toujours à ce qu'on nous marche dessus, peut-être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ouais, et en fait, je pense pas que ça dépende uniquement de la taille du marché et de la faible concurrence. En fait, tout notre passé ancestral s'est transmis de génération en génération et peut-être qu'on est du coup sur la défensive parce qu'on a toujours peur qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus en fait. Ok. Moi, je vois. Ben, quand on réfléchit sur nos mots, donc mots MAUX, c'est quelque chose qui fonctionne dans la vie privée. Et donc le pro n'est pas, enfin je pense que côté professionnel ça a aussi un impact. Comme tu l'as dit, il y a un terrain fertile pour tout ce qui est doute, peur de se faire dominer, peur de se faire envahir, et ça peut expliquer ce ressenti. Puisque en fait, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est un peu facile de s'arrêter à telle population et comme ça, tu vois. Point. En fait, il y a toujours une raison, et si il y a des histoires, des comportements communs qui existent dans une communauté d'un pays à l'autre, c'est qu'il y a un truc commun qui s'est passé. Merci. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et ouais, je dirais pas mieux. C'est ça, on dirait qu'on est prêt à ce qu'on nous tombe dessus, tu vois, c'est un mécanisme de défense, tout à fait. Je nous souhaite d'être plus apaisés par rapport à ça. Pas forcément dans le process de la relation client, parce que tu as exprimé, dans ce que tu as exprimé, comme je disais, j'ai aussi pu l'associer à des ressentis personnels dans des moments de doute. Et au niveau des feedbacks, tu sais quoi, donc au niveau de donner son avis, je pense qu'il y a aussi un truc en mode, on veut pas se tirer dessus. Si tu remarques quelque chose, tu fais la remarque à autrui en privé. Exactement. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette question, franchement, ouais, top. Ok, franchement, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ton point de vue, parce que du coup, forcément, dans ton métier, il y a tout ce qui est étude des comportements. Et c'est facile de tomber dans le cliché, et j'ai l'impression qu'au final, c'est une réflexion qui a été très poussée chez toi. Donc, merci de l'avoir partagée. Merci. Donc, on va passer aux choses à éviter, vu qu'on est sur le thème des comportements qui se font pas trop. Donc, quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de la relation client? Alors, il y en a 4 selon moi. Donc, selon moi, le premier point, ce qu'il faut surtout éviter, donc c'est ce que j'ai dit juste avant, je me répète un peu, mais des fois il faut rappeler le truc pour que ça rentre bien. Insister pour que ça rentre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est éviter en fait de faire sentir au client qu'il dérange alors qu'il vient consommer. En fait, le professionnalisme est vraiment important
quand tu montres au client que tu le déranges, là, t'es pas professionnel en fait. Et ça renvoie à une image pas professionnelle, comme je viens de dire. Et ça peut jouer sur la réputation, la e-réputation, très, très exactement. Donc, premier point. Deuxième point, il faut donc éviter de faire attendre le prospect ou le client. Quand on reçoit un mail, bon, je dis pas qu'il faut y répondre dans la seconde, mais au-delà de 24 heures, je trouve que ça fait beaucoup. Et donc, ça fait que le prospect ou le client, le client, il a déjà acheté. Il sera peut-être irrité un petit peu par rapport à ça. Mais si c'est un prospect, il ira tout simplement voir la concurrence. Effectivement. Troisième point, il faut faire preuve de souplesse en fait. Il faut être réactif lorsque le client rencontre un problème. Il est important d'être capable de trouver une solution au problème du client et non faire sentir au client que... Enfin, tu vois, t'as compris quoi. Oui, j'ai compris. J'ai compris et du coup, ça me fait me... Attends, je te laisse terminer, je te poserai la question après. D'accord. Vas-y. Et donc, la quatrième chose à éviter, c'est de répondre à un client insatisfait sur le même ton. Attends, écoute bien, sur le même ton que lui. En fait, il faut toujours faire preuve donc de professionnalisme, parce qu'en fait, j'ai déjà vu tellement de fois, sur des forums, des professionnels qui répondaient de façon non professionnelle. Par exemple, le client il dit mais telle chose, par exemple dans l'alimentaire, par exemple, il dit ça c'était pas bon, ça c'était pas bon. Et le professionnel, il répond sur le même ton. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, non. Ouais, justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu connais le compte Instagram des jours des avis? Non, pas du tout. Ok. Je pense que c'est un jeu de mots avec des jours et des vies, donc la série culte que l'on connaît si on passait le mercredi après-midi chez sa mamie. Bien sûr. Et c'est il y a du Vinted, mais c'est surtout des réponses de Google My Business. Et il y a des pépites, et celles qui génèrent le plus d'engagement, ce sont celles où justement les gérants se lâchent complètement et répondent sur le même ton, comme tu as dit. Okay. Donc, je voulais partager un petit exemple. Donc, le commentaire de Jazz. Donc, c'est sur un restaurant, je pense. Juste immangeable. J'ai commandé un tacos au poulet et un burger mexicain juste immangeable, les frites à l'intérieur du tacos acides et cramées, très certainement cuites un jour à l'avance, et le burger à vomir avec des poivrons acides vraiment immondes. Je ne recommande pas cet établissement, sauf si vous voulez tomber malade. À fuir. Entre parenthèses, photo à l'appui. Donc là, on a quand même pas mal d'éléments. C'est quand même très, très détaillé. Et la réponse, du coup, du propriétaire, parce que ce qui me tue à chaque fois, c'est de voir le propriétaire, entre parenthèses, sur Google My Business. On a compris, Jazz, tu nous as saoulés avec tes avis pour avoir des menus gratos. Pardon? Non. Voilà. Donc, ma question, c'est comment est-ce que tu aurais répondu à Jazz? Alors, déjà pas comme le propriétaire, n'est-ce pas? En fait, déjà quand tu reçois un commentaire comme ça te donne l'occasion de pouvoir montrer justement ton professionnalisme. Donc, c'est ça. Alors, ma réponse. Bonjour Diaz, merci pour votre message. Désolé que vous n'ayez pas été satisfait par notre service de restauration. Nous prenons en compte toutes vos remarques et sachez que la prochaine fois que vous reviendrez chez nous, vous aurez droit à une petite réduction cadeau de la maison. Parfait. Quelque chose comme ça, tu vois, là à chaud, je dis ça comme ça, tu vois. Ouais, et c'est justement ce dont tu vas nous parler dans la prochaine question, qui est la rétention client, et donc le coût de perdre un client, le coût de cette réponse au final qui est juste... c'est vrai que moi je vois pas le problème dans la review de la personne, mais c'est vrai que le ton sur lequel la personne l'a fait n'est pas non plus hyper bienveillant. Donc je peux comprendre qu'on soit énervé, mais justement, je voudrais qu'on passe au facteur de succès, parce que je sais que tu as des choses à nous dire sur la rétention client. Et justement, pour toi, qu'est-ce qui fait le succès d'une relation client? Parce que dans les épisodes précédents, avec Arnaud et Samora, on a beaucoup parlé de bien connaître ses utilisateurs, donc de comprendre leurs expériences, leur quotidien. Mais est-ce que tu peux intervenir sur les facteurs de succès même du parcours client, pardon?
Oui, bien sûr. Alors en fait, selon moi, en fait, la fidélisation, c'est le gage de succès du parcours client. Franchement, parce que en fait, bon, je pense qu'on le sait tous, mais c'est bien de le rappeler aussi. En fait, un client fidèle, en fait, il va en ramener au moins 3 ou 4. Et en fait, sa satisfaction, ça va faire qu'il va recommander le service ou le produit autour de lui. Donc la fidélisation, c'est important de pouvoir faire en sorte d'établir, de maintenir une relation avec ses clients. Et en fait, en fidélisant son client, on n'a pas besoin d'en convaincre. Si, on peut en convaincre d'autres, mais le travail, il sera moins, tu vois, le travail, il sera moins compliqué à faire, quoi. Il sera moins difficile. Et avec la fidélisation, on peut facilement, en fait, amener, donc, les clients qui sont là, hein, les clients actuels, vers des offres qui ont un peu plus de valeur. Tu vois? Donc, pour moi, la fidélisation, gage de succès vraiment dans le parcours client. Oui, vraiment. Vraiment, des clients satisfaits sont des clients qui recommandent, enfin qui rachètent déjà et qui recommandent autour d'eux. C'est ça. Passons à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de perfectionner sa relation client? Alors, pour faire simple, donc la consultation c'est 157 €. Donc, je le rappelle, la consultation, c'est on répond à une problématique spécifique. Par exemple, je n'arrive pas à susciter de l'intérêt pour mon offre en story, et donc on répond à cette problématique pendant 1 heure. Donc, je donne des conseils vraiment spécialisés donc au domaine d'activité, et à la fin, la personne elle repart avec son plan d'action pour on a dit on passe à l'action ici, on fait pas de bavardage inutile. Donc voilà, ça c'est 157 €. Ensuite, il y a l'audit, donc le diagnostic de parcours client qui est à 257 €. Donc, c'est 2 heures pendant lesquelles, comme j'avais dit au départ, on regarde le site, les réseaux sociaux, tous les outils, est-ce qu'il y a des processus, tout ça. Et j'ai également un accompagnement de 3 mois qui est à 1 800 €, où en fait, on met en place tout l'écosystème allant des outils au processus, en passant par les stratégies de fidélisation, de communication, je donne des outils aussi pour prospecter. Donc, voilà. Ok, très clair. On va passer à la story time. Quelle est ta meilleure... Oh, je t'entends te frotter les mains, j'adore. Ah non, mais quand je me frotte les mains, là, c'est que... Ouais. Non, mais en vrai, la sauce de ce podcast, je pense qu'elle est dans les story time. Parce que c'est là où il y a les meilleurs apprentissages. Et je trouve que c'est là où les invités ont tendance à plus se lâcher aussi. Donc, c'est vraiment là qu'on a l'impression de comprendre votre quotidien. Et avec ses joies et ses peines. Donc, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec un ou une client? Alors, moi, je vais pas trop respecter la question. Donc, moi, en fait, c'était pas avec une cliente, mais en fait, c'est dans un restaurant afro. Alors, écoutez-moi bien. Alors, on arrive, donc c'était un samedi soir. Mon mari, ma fille et moi, nous allâmes dans un restaurant africain. Et donc, et donc de la communauté. Hein. Donc, on arrive, on nous accueille sans vraiment nous accueillir. Donc, on s'installe où il y a une table, où il y a de la place. Et donc, la serveuse, elle vient, elle nous donne les comment on appelle ça? Les menus. Les menus, merci, les menus. Elle nous tend les menus. Donc, on choisit, Je dis, ça c'est pas mal. Ok, quand elle revient, je vais lui dire que je veux ça. Ok. Donc, elle revient. Ouais. Elle revient, elle me dit, bon, vous avez choisi? Je dis oui. Je voudrais ça, madame, s'il vous plaît. Elle me dit, ça y a pas. Je dis, ok, d'accord. Alors, je dis, je regarde encore, 30 secondes, je regarde encore. Elle dit, je vais prendre ça alors. Elle me dit, mais ça, c'est trop long à faire. Je dis, j'ai failli dire à mon mari, mais en fait, on y va, quoi. On s'en va. Ouais. J'ai dit non, allez. Parce que j'étais certaine que c'était très bon de toute façon, mais voilà. Et donc après, je dis, dites-moi alors, qu'est-ce que je dois prendre? Elle me dit, prenez ça alors. Et j'étais choquée. C'est abusé. Abusé. Donc, voilà. Ouais, et du coup, c'est quelque chose que tu as partagé sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je l'ai partagé dans un réel qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Du coup, moi, c'est par rapport aux conditions générales où, en fait, j'en ai jamais vraiment eu, tu vois. C'est plus quelque chose qui se passait en bonne intelligence avec les clients que j'avais. S'ils ont des questions, ils me les posent. Donc, je suis un peu une mauvaise élève à ce niveau-là. J'ai pas de FAQ. Et en fait, ça a posé problème pour la toute première fois, là, il y a pas longtemps. Et la nouvelle cliente que j'ai eue était complètement perdue.
parce qu'il manquait des informations clés par rapport à comment se passe la collaboration avec moi. Et en business, en tout cas, je suis très partisan du jamais un échec, toujours une leçon. Donc j'ai pris son feedback et j'en ai fait des conditions générales. En fait, je suis partie de son pain point, de son point de douleur, pour créer une solution qui permet à l'ensemble de mes prospects et de mes clients d'avoir toutes les clés en main quand il s'agit de commencer une prestation autour de la création de contenu. Donc, franchement, je sais pas si c'est une meilleure ou une pire anecdote, parce que je vais pas mentir, faire les conditions générales, c'était bien chiant, parce que je ne suis pas juriste, tu vois. Heureusement qu'il y a quand même pas mal de ressources en ligne dessus. Et aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante, en fait, à cette cliente d'avoir fait remonter ce problème. Comme d'habitude, petit récap avant de se quitter. Donc, c'est parti. La relation client commence dès la phase de prospection. Lorsque tes prospects regardent tes plateformes digitales comme ton site internet ou tes réseaux sociaux, il faut qu'ils puissent comprendre tout de suite comment et où avoir plus d'informations à ton sujet. Pour y arriver, 5 outils indispensables. Le CRM pour stocker les données de tes contacts, la bibliothèque de templates de réponses et de processus, c'est le fameux dossier qui permet de rassembler tous tes modèles de communication. C'est vraiment un gain de temps dans l'émission de tes réponses, donc faut se poser pour le faire. La FAQ pour répondre à toutes les questions que pourraient se poser tes clients, donc ça c'est un peu mon devoir après le podcast. Le fichier de reporting des KPI ou ICP comme tu préfères pour suivre les indicateurs de performance. Le minimum pour évaluer l'efficacité de ta stratégie client, c'est le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, les interactions avec tes contenus et le nombre de clics sur tes liens. Enfin, tu peux compter sur le tableau de veille concurrentielle pour savoir où tu te situes par rapport à tes concurrents et aussi rester inspiré. Tous ces outils te permettront de placer la fidélisation au centre de ta stratégie. Et comme tu le sais, les clients fidèles assurent la longévité de ton business. Donc on est là pour rester, donc on va rester et on va rester longtemps. Il peut être difficile de faire face à des clients et des clientes qui sont mécontents, mais on te déconseille de répondre sur le même ton. Une personne qui te partage son avis, c'est l'opportunité d'affiner ton offre et en réalité, tout n'est pas perdu. La plupart des gens qui manifestent leur mécontentement ont surtout envie d'être considérés. Prendre le temps de leur répondre, c'est faire un pas vers eux et renforcer ton identité de marque par la même occasion. Bien sûr, ce conseil est non contractuel pour les personnes de mauvaise foi qui insultent ou autres. Là, c'est vous qui voyez. Pour le prix, j'ai envie de dire que pour la plupart des outils cités, tu peux trouver des articles en ligne et des templates à télécharger. Mais si tu souhaites avoir un regard d'experte sur ce que tu as mis en place ou externaliser cette partie, le tarif de départ pour un audit chez Leïla est de 157 €. Est-ce que c'est tout bon, Leïla? C'est parfait. Super. Dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast? J'aimerais voir passer sur ce podcast Bérénice de Good Vibes Business, qui est en fait une accompagnatrice business. Elle aide les salariés ou les jeunes entrepreneurs à mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir un business rentable. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver donc sur Insta, arrobase. On peut me retrouver sur Instagram, Koutoun Zaker. Ouais. Merci Leïla. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta, @sauce-digital au pluriel. Et comme d'hab, retrouve toutes les informations de contact et les outils évoqués dans la description de l'épisode. Si tu as aimé, tu sais déjà quoi faire. 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt pour plus d'interviews d'experts et d'expertes sur les nombreux métiers du digital. À bientôt. Merci Charlotte.